Birao, je l'ai Juanin sei Hermas Bohuguan, on m'en cache Tutsan Guan. Oui, c'est une carte qui est brevetée, donc on peut la dater 1801, parce qu'elle porte le nom de son inventeur, qui est un certain Sagnier, à Paris, et elle se dévisse. On passe pour un magicien auprès d'une dame quand on sort de... Oui, de l'invisible visible. Voilà, c'est un adorable petit accessoire. Et l'ayant acheté pour les 2 francs qui ont été son premier argent de poche, parce qu'à ce moment-là, il faisait le dimanche les livraisons pour les clients de son père, les objets légers comme ce genre de... comme des cravaches par exemple. Il a gagné ses premiers pourboires, 2 francs. Et il a aussitôt converti ce pourboire en achat d'un objet ancien. Donc 1801, il l'a acheté dans les années 1883. Donc au fond, c'est l'origine du musée. Voilà. Mais il s'est fait un peu gronder. Ça, c'est aussi lui qui le raconte, par ses grands-parents et ses parents, qui lui ont demandé qu'est-ce que tu as fait de ton premier pourboire. Et il a dit qu'il avait acheté un objet un peu daté, peut-être une vieillerie pour sa famille. Et ça ne l'a pas empêché de ne plus pouvoir s'arrêter jusqu'à sa mort, jusqu'à ses 80 ans, de collectionner, d'être attiré par des objets. Et donc vous voyez toute la pièce ici. Oui. Et c'est la pièce a conservé son décor ou c'est lui qui l'a... Oui, il en est complètement le créateur original. Il y a eu à son époque, sa génération, la génération 1871, pas mal d'amateurs. C'est vraiment le cabinet de l'amateur qui fonctionnait sur cette accumulation. Donc c'est autour du voyage et du cheval. Voilà. Déjà, il y a une définition. Oui. C'est l'espèce de fil d'Ariane qui relie cette collection qui sinon est foisonnante dans tous les sens. Alors là, vous avez vu, c'est un service à thé pour 2 personnes, donc qui est adapté au premier train à l'Orient Express, les premiers grands trains de luxe qui ont permis des grands voyages. Écoutez, c'est Chine déjà, ça. Voilà, le thé. Le lien, un des liens entre l'Europe et l'Asie, entre la Chine et la France. Et je vois que c'est encore astucieux, comme d'habitude, il y a toujours un confort. Voilà. Là, on ne se brûle pas les lèvres, c'est ça. Et le thé va devenir évidemment le complément totalement nécessaire. Et une dépendance va s'établir entre les producteurs de thé et les éleveurs. Et ça va donner lieu à un circuit commercial qui va finalement durer jusqu'au 19e siècle, le troc du thé contre le troc des chevaux, et l'équilibre finalement de l'Empire chinois va reposer sur le thé et les échanges avec les chevaux, puisque les chevaux vont maintenir à la fois les haras impériaux, la sécurité, prendre le relais de la Grande Muraille, et tout ça est basé sur le thé et les chevaux. Entre ici. C'est l'une des pièces les plus vastes de... Ça a été vraiment le bureau d'Émile Hermès. Et tout de suite, on est frappé par la présence du cheval. Et c'était son bureau. Il ne pouvait pas imaginer passer une journée de travail sans être environné par tous ces objets de cette collection, qui est l'œuvre d'une vie. On a eu, avant d'avoir un logo Hermès, on a eu l'ex-libris d'Émile Hermès comme bibliophile, s'était fait faire un ex-libris. Naturellement, ça représente un équipage avec 2 chevaux. Tous les livres de sa bibliothèque, ex-libris Émile Maurice Hermès, j'ai toujours connu moi sur le miroir au-dessus de la cheminée. C'est frappant le coupé, Et puis Van der Meulen a tiré un premier tableau qui est au château de Versailles. Louis XIV lui-même avait demandé des répliques pour ses ambassades. C'est un portrait qui lui... C'est une des répliques pour les ambassades sans doute, c'est ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà du cheval, il y a un paysage qui se découpe. Vous savez que ce type de présentation est arrivé en Chine au XVIIIe siècle et notamment introduit... vous avez le modèle. C'est vous qui me l'aviez remis, ce portrait-là. Donc c'est le portrait de Langshonin Giuseppe Castiglione, mais il en existe d'autres d'ailleurs. C'est un portrait très très connu. Donc la posture est évidemment la posture traditionnelle, moins solennelle. On connaît plusieurs portraits de ce type. Là, j'ai apporté un livre, tenez, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est au cours d'une revue militaire. L'empereur passe en revue ses troupes, et vous voyez, c'est le même aspect solennel, et la place centrale du cheval. Comme sur le portrait de Louis XIV. Exactement. Là, mais vous avez une petite pièce ravissante qui est rare, comme tout.
Le petit cheval. Le petit cheval, on dirait un cheval crâne. Hein. Ah, ça c'est très très joli. Hein. Représentation typique, toujours en appui rassemblé, hein. Une toute petite terrasse, l'espèce de force dans les chines qui est très très... Hein. La cambrure aussi du visage. Hein. Les yeux forts en grenouille, le chanfrein sublusqué, les lèvres épaisses. Ça, c'est vraiment typique. Et là, vous pensez qu'il y avait sans doute un cavalier. Tout ça est dur, tout ça est métallique, et tout ça est impensable en Occident, tant c'est une construction lourde, oui. Très, très... C'est presque un château fort pour l'Occident. Et puis les étriers. Alors, les étriers... Ça, c'est fabrication mandchoue typique, avec des cordes de cloisonnées, hein, qui reprennent des motifs archaïsants. Ça fait tout à fait époque Tianlong, fin du XVIIIe siècle. D'ailleurs, l'étrier est une invention chinoise. Hein. Et ça libère évidemment totalement le cavalier. Hein. Puisque ne serait-ce que par la pince des jambes, il a une stabilité qu'il n'avait pas avant. J'ai vu d'autres selles, on peut en voir d'autres chinoises? Alors il y en a une chinoise qui est en bois laqué, je sais pas, l'autre la connaît bien, et puis elle est d'un bloc de bois, donc elle est comme d'habitude, oui. Ça c'est très étrange comme mention. Là, on dirait l'effet du cuir. Hein, et là, il y a tout un travail d'incision du lac, qui finalement reprend aussi le repoussé métallique, avec un univers évidemment de nuages, et dans les nuages, des chauves-souris. Les chauves-souris, pourquoi? Parce que c'est homophone du mot longévité en chinois. Ah. Et là, c'est une selle complètement différente. À quoi ça peut... Tiens, elle est curieuse. Alors celle-ci, elle marque une pierre dans l'histoire d'Hermès. On est assis en Amazone, à Fourche, oui. Donc avec une jambe qui ne met pas dans l'étrier et une jambe qui va aller dans l'étrier. Voilà. Pour la femme occidentale, ça a été long de pouvoir conquérir la monte à califourchon et le port du pantalon. Mais les femmes en Orient... Tout le monde connaît les fameuses joueuses de polo qui, évidemment, enfourchent le cheval et chevauchent exactement comme les hommes. Voilà cette fameuse pièce. Vous ouvrez la vitrine. C'est la plus ancienne pièce qui soit dans cette collection. Oui, puisque c'est le 3e millénaire, c'est ça, voilà. en terre cuite. C'est une civilisation si importante, mais regarde, puisque c'est au fond les prémices de l'agriculture, les prémices de l'élevage. C'est tellement important pour l'histoire de l'humanité, on ne comprend pas l'histoire de l'humanité si on la dissocie du cheval. Hein. Et au fond, la puissance des empires, elle est liée à la domestication du cheval. 50 siècles nous séparent d'elle, ce qui est quand même assez extraordinaire, et le témoignage de l'équipement, qui est la définition même d'Hermès. L'équipement apparaît, finalement, il est annonciateur d'Hermès. Oui, c'est très très touchant de voir le licol, la bride qui porte déjà. Il y a un cheval tout à fait triste là. Extrêmement expressif, je trouve, on dirait qu'ils sont en train de se parler. Oui, tout à fait. La bouche pleine. Et celui qui est triste le regarde avec beaucoup de mélancolie, alors que l'autre, évidemment, se repaît de... On il est où? Cantara en portant son nez, ici. Ah oui, ça c'est très beau. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le grand départ, c'est ça c'est très très narratif, c'est très beau. Donc en fait, il quitte le palais. Le prince cesse d'être un prince. Il a encore ses vêtements, il a encore ses lourds bijoux qui lui distendent les oreilles. Il a encore son parasol de signe de pouvoir. Et il va essayer de s'échapper du milieu du palais sur son cheval. Et on voit des petits génies qui soutiennent les sabots pour ne pas réveiller les femmes dans le palais. Ah, oui. Il commence son chemin vers la méditation. C'est un cheval qui lui a été offert par son écuyer. Toute la cour impériale était passionnée de chevaux. Eugénie menait aussi son attelage. Et puis elle chassait beaucoup, et elle chassait à court en montant en Amazone. Vous avez des images? J'ai des images d'elle à la chasse, ici.
Le petit prince impérial, très tôt, dès qu'il a pu, les a aussi accompagnés à la chasse. On a dans une vitrine un objet qui vient directement d'Eugénie, qui est sa cartouchière. On peut aller Qu'elle la portait voir? en une sorte de banane. Ah oui. Ah bah c'est ici. Ah bon, ça va. Voilà. La cartouchière. C'est du cuir de Russie, ça. Vous voyez, Oui. ce cuir mythique qui venait de Saint-Pétersbourg. C'est une cartouchière qui se portait à la taille. Vous savez pourquoi Eugénie m'intéresse? Non. Parce que Eugénie, en 1864, crée à Fontainebleau le premier musée d'art chinois en France. C'est émouvant parce que c'est vraiment la première institution française complètement dévolue à finalement la réunion d'œuvres liées à la Chine, à la culture chinoise. Notre souveraine Eugénie est la contemporaine d'une grande souveraine chinoise. Ceci, vous auriez Oui, des... parce qu'elle a été cliente d'Hermès. Elle était cliente. Oui. Vous avez des témoignages On avait réalisé pour elle un coupé. Et c'est un coupé, ça veut dire qu'elle montait seule. Et donc nous, les traces Ah, que nous avons, c'est dans les albums dans lesquels on préparait tous les dessins avec les Ah armoiries. oui, les armoiries, oui. Vous savez que j'ai des photos, je vais vous chercher ça. C'est suivante. Elle avait fait la une des journaux de l'époque avec cette commande. Voilà, on a le petit dessin préparatoire, vous voyez, sur calque. Ah oui, d'accord. L'écriture est presque effacée, mais vous lisez Sa Majesté l'impératrice de Chine. Et Ça, c'est c'est très le- occidental. Une- Ah bah c'est émouvant, au fond, c'est Une la belle commande la plus prestigieuse que Ouais. la maison Hermès ait. Et qui sait si en Chine on ne retrouverait pas ces harnais, ou même si on ne retrouve On- qu'une on- œillère. Il y a de grandes chances que ce soit à la cité interdite. Hein.